Certaines personnes me demandent ce que je pense du rebond actuel des eurobonds libanais. Ils sont ainsi passés de 6 à 9 cents pour une valeur nominale de 1 dollar. C'est une bulle spéculative. C'est lié à des investissements de fonds vautours, d'investisseurs aussi à haut risque. Et en fin de compte, les fondamentaux qui ont amené à ces baisses n'ont pas changé. Et cela, il faut bien le comprendre. Pour aborder un peu la situation, il faut un peu revenir à l'historique. Les eurobonds libanais ont été inventés justement pour financer la reconstruction après la guerre civile. Mais l'accumulation des emprunts, la mauvaise gestion des finances publiques, l'instabilité politique, les vols, etc., ont rapidement dégradé la situation économique. Et en mars 2020, le Liban a annoncé pour la première fois de son histoire un état de défaut de paiement pour des obligations ayant arrivé à échéance de 1,2 milliard de dollars. Et cet état n'a jamais changé jusqu'à maintenant. On fait face toujours aux mêmes freins. Donc, ainsi, la valeur des eurobonds libanais est passée de 85 cents en 2019 à 40 cents en 2020, à 15 cents en 2021, à 10 cents en 2022, à 6 cents en 2023 et aujourd'hui à 9 cents. L'écart, en fin de compte, en termes de pourcentage, est énorme, entre 6 et 9 cents. Et il faut maintenant comprendre qu'il y a eu une tentative de restructurer la dette publique. Cette initiative a été prise par l'ancien ministre des Finances, Razi Ouazné, justement juste après la déclaration de défaut en mars 2020. Il a présenté avec le cabinet Lazare un plan. Ce plan reposait sur 4 piliers: des réformes du secteur bancaire, parce que les banques sont insolvables, une des réformes fiscales, parce que l'État doit pouvoir se financer, une simulation de la croissance et une restructuration complète de la dette publique. Cependant, ce plan a fait face à des freins structuraux très importants, justement liés aux liens entre banques et hommes politiques. Et c'est ce qu'on appelle au Liban le capitalisme de connivence. 46% des actions des banques appartiennent à des hommes politiques. Et un audit général du secteur bancaire, comme exigé par le FMI pour le déblocage de l'aide, comme exigé aussi pour la restructuration de la dette publique, ce n'est pas vraiment dans leur intérêt parce que il y a des malversations, de la mauvaise gérance, et cetera, et ils ne veulent pas justement qu'on mette les yeux dans ces magouilles. Donc ils ont fait un refus des audits indépendants. Ces audits sont pourtant essentiels pour restaurer la confiance des créanciers et des institutions internationales. Cet audit menace les banques, mais aussi les dirigeants des banques et les actionnaires des banques, parce qu'ils exposent en fin de compte des pratiques financières non viables et possiblement illégales. Seule la justice peut qualifier ces choses-là d'illégales. Ensuite, il y a aussi une protection des dépôts des élites et beaucoup d'entre eux ont procédé à des transferts illégaux à l'étranger. Et ces audits, justement, pourraient révéler l'ampleur de ces transactions illégales parce que dès novembre 2019, il y a eu un contrôle informel des capitaux qui a été unilatéralement imposé par les banques. Donc on voit bien que la restructuration du secteur bancaire, l'audit est une condition préalable et cette condition préalable est aussi demandée par le FMI et cela, il le refuse. L'absence de restructuration de l'économie libanaise, ça fait quand même 4 ans qu'on attend cette restructuration, a amené à un état de défaut prolongé où il n'y a pas de perspective de règlement. Les banques aujourd'hui sont des banques zombies, elles ne peuvent plus assurer des transactions de crédit fiables. Elles paralysent l'économie, libanaise et justement, c'est ces manquements-là qui ont, associés justement à une crise de liquidité, amené à la situation actuelle. La chute des eurobonds, par ailleurs, a attiré des fonds vautours tels que Ashmore, Franklin Templeton et ils ont acquis des volumes substantielle, de dettes. Ashmore notamment a acquis plus de 25 des obligations en défaut et cela confère à Ashmore un pouvoir de blocage sur la restructuration, de la dette et cette influence est
amplifiée par la posture spéculative de ces fonds qui cherchent en fin de compte à tirer parti de la crise libanaise. Grosso modo, il y a plusieurs scénarios, qui se dessinent. Si jamais on arrive à mener des réformes et les restructurations du secteur financier, les eurobonds pourraient valoir 20 cents. En cas de statu quo, 6 cents. En cas d'échec des réformes, 6 cents. En cas de fragmentation politique, 3 cents. En cas de guerre civile, 0. Et donc, certains ont fait le pari que la guerre avec Israël euh, pourrait amener justement à des réformes. Mais si on réfléchit, même Moody's ou d'autres agences estiment que ce n'est pas le cas. Ils restent très sceptiques. Pourquoi? Parce que c'est pas le Hezbollah, en fin de compte, qui est le principal frein à ces réformes. C'est avant tout le secteur bancaire et le secteur financier et des personnes et des hommes politiques très impliqués dans le secteur bancaire et souvent, ce sont des adversaires justement du Hezbollah et non pas, des amis du Hezbollah. Pour revenir aux obstacles, il y a plusieurs obstacles majeurs. C'est le système politique libanais profondément fragmenté, dominé par des intérêts sectaires. Le 2e frein, justement, c'est le secteur bancaire. Il joue un rôle central dans cette paralysie. La plupart des banques libanaises détiennent des parts substantielles aussi des eurobonds en état de défaut. Mais une restructuration de la dette affecterait leur bilan et par conséquent la stabilité du système bancaire lui-même. La relation étroite entre banques et banque centrale complique aussi l'adoption de réformes qui pourraient impliquer des pertes importantes pour ces institutions. Donc, pour résumer, le Liban subit une crise économique liée à une absence de liquidité. Il n'y a plus d'huile dans le moteur économique, il n'y a plus de dollars, il n'y a plus de liquidité dans le système financier. Il y a une inflation qui est galopante, sans les avantages, en fin de compte, de ressources naturelles pour soutenir une reprise. Les transferts de fonds, par exemple, de la diaspora, qui représentent 15% du PIB libanais, ne sont pas suffisants pour stabiliser l'économie libanaise en l'absence de réformes. Faute de pouvoir mener justement ces réformes, l'appréciation actuelle des eurobonds n'est qu'une bulle spéculative. Si jamais on aime prendre des risques, on achèterait des eurobonds libanais, mais en tout cas, on n'en ferait pas un placement principal ou majeur dans son portefeuille. À bientôt.